Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Futur Immédiat. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Futur Immédiat, c'est un canal de vulgarisation, conscientisation, réflexion sur le futur, les futurs. Tous les mardis, on reçoit un invité pour parler d'un sujet, d'un angle, d'une vision, d'une opinion. Ça peut être la collapsologie, la décroissance, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Et pour commencer l'année, j'avais envie d'aborder quelque chose de plus large et comme le hasard est toujours superbement bien fait, je suis tombé sur cet article d'Ouzbek Erika qui parlait de dystopie, collapsologie et transhumanisme se emparent, monopolisent le débat sur les futurs, et je trouvais que ça mettait en mots et en idées absolument... Enfin voilà, je trouvais que c'était... Ça disait mieux mes pensées que moi-même, je trouvais ça super intéressant. Et donc voilà, j'ai contacté Antoine Bueno qui m'a fait le plaisir de répondre positivement et qui est avec nous ce soir. Et donc voilà, Antoine Bueno, bonsoir. Merci Oui, d'être avec bonsoir. nous. Euh, un grand merci donc de nous accompagner. Antoine, donc vous êtes plein de choses, hein, enseignant, essayiste, romancier, conseiller au Sénat français en matière de prospective et développement durable. Vous avez sorti donc les romans, j'ai moins fait attention, mais donc il y a Permis de procréer chez Albin Michel il y a quelques années. Et là vous sortez Qui tout n'est pas un récemment roman. qui n'est pas un roman. Non, non, qui est un essai, tout à fait. Ouais. Pardon, je me suis peut-être mal fait comprendre. Et là, vous sortez chez Flammarion Futur, notre avenir de A à Z. Et je dois dire que je l'ai feuilleté avec beaucoup d'intérêt. Voilà, vous partez dans pas mal de directions. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, vous prenez donc Prométhée et Icare, le magicien et le prophète, hein, les annonciateurs de désastres et les vendeurs d'utopie, et vous dites, voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose au milieu et donc voilà, moi ça m'a beaucoup inspiré en tout cas. Peut-être, je vous ai brièvement présenté, mais peut-être que vous pouvez également me corriger ou me compléter sur qui vous êtes et votre vie, Oui, votre alors non, œuvre, j'ai alors, envie de dire. bah, alors vous corrigez, je sais pas, hein, je me permettrai pas, on se connaît pas assez, Raphaël, mais d'abord je peux vous dire que je suis très content d'être là ce soir. Et pour moi, c'est une première. Hein, j'ai jamais participé à un exercice comme celui-là. Je dois avouer, et je pense que les autres participants vont rire et vont me piétiner de l'oreille quand je vais expliquer que je ne connaissais même pas Twitch. Alors, le prospectiviste ubiquiste qui vous parle du futur de 200 ans et qui n'est pas capable de connaître Twitch, il a aussi du recul sur sa propre incompétence. Hein. Alors sinon, non, mais c'est ce que vous avez dit, me présenter. Ben, je suis d'abord écrivain, donc j'ai commencé par écrire des romans plutôt avec une connotation d'anticipation et de science-fiction. J'ai eu la chance de pouvoir enseigner l'utopie et la science-fiction. Rien que cette phrase, je l'ai toujours trouvée magique, parce Ah oui, que à fond. enseigner l'utopie, C'est c'est totalement délirant, quoi. Mais pourtant, c'était bien ça. J'enseignais l'utopie à Sciences Po. C'était un genre de cours de culture générale et d'atelier d'écriture, un mix en fait entre la culture générale et l'atelier d'écriture sur le thème, pour le coup, que j'avais choisi, qui était le thème de l'utopie, qui est l'une de mes spécialités, enfin ce que je connais le mieux. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle d'utopie, mais il y aurait pas mal de choses à en dire. c'est effectivement un des angles, mais voilà, je pense que l'avantage du format, c'est qu'on peut aller partout. Il y a vraiment, Oui, c'est voilà, formidable. il y Voilà, a et tant dans le d'ailleurs, temps que dans la direction, et donc voilà, on va parler de ce qu'on a envie. Moi, j'aime beaucoup la voix du milieu, enfin, en tout cas, le troisième discours, Janus, dont vous parlez dans votre livre, le futur à deux visages, parce que justement, je trouve que quand on voit le grand écart à Van Damme, est-ce qu'on se prépare Krav Maga, culture de navet et machette ou programmation de robots tueurs? On se dit, il y a peut-être quelque chose au mieux, mais quoi? Parce que voilà, le temps est compté, donc si on doit se préparer à un des futurs, c'est lequel? Et je voilà, trouve bon ça. alors du coup je vais expliciter ça, c'est mon activité principale, c'est l'écriture d'essais qui sont des essais un tout petit peu sérieux et qui se sont de plus en plus orientés vers la prospective. Et ce livre-là, ça fait toujours rire quand je dis que c'est le livre de ma vie, mais bon, c'est vrai, hein, pour l'instant c'est le livre de ma vie.
Futur, notre avenir de A à Z, c'est une sorte de dictionnaire du futur pour que les gens comprennent. Dans lequel on trouve 40 entrées de prospective. C'est vraiment les très grands enjeux de prospective. Là, si je vous lis quelques éléments de la table des matières, ça va de 1984 et 2001 jusqu'à zoonose, en passant par Black Mirror, climat, data, démographie, éducation, effondrement. Je suis sûr que vous allez vouloir revenir sur l'effondrement, l'énergie fondamentale, l'espace, frontières, enfin, vraiment tout ce qui m'a semblé être les très grands enjeux d'avenir pour demain, en essayant pour chacune de ces 40 entrées d'avoir deux choses, c'est-à-dire une synthèse, et là pour le coup c'est très lié à ce que je fais ici au Sénat, je vais peut-être expliquer en deux mots ici, je m'occupe du développement durable et de la culture, enfin la version numérique de la culture, et il se trouve qu'en France on a un truc qui pourrait être formidable, qui devrait même être formidable, qui s'appelle la délégation à la prospective, donc qui est censée être une enceinte de réflexion sur les futurs possibles, bon, mais qui est pas des plus, je dirais, investis par les membres du Sénat, parce que c'est pas vraiment leur culture non plus. C'est dommage parce que il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans le monde, quoi. Je sais qu'il y en a une, je crois savoir, en Norvège ou en Suède, enfin un des pays nordiques, qui a une commission du futur comme ça, mais c'est quelque chose d'assez rare et qui, à mon sens, pourrait être multiplié un peu partout dans le monde, parce que Et bien ça, sûr, et ça on a pourrait vu cette avoir perspective. quoi comme effet? Il y a un vrai empuissancement, ou en tout cas, ça peut vraiment être effectif, ou c'est vraiment de la réflexion Bah, intellectuelle en de fait, amont mais c'est pas compliqué. Tant que ça reste un machin administratif, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. À partir du moment où ça serait, si c'était, disons, utilisé par les élus, par les décideurs, enfin ceux qui sont censés être les décideurs institutionnels, ça pourrait être intéressant parce que ça contrebalancerait l'immédiateté de l'exercice du pouvoir, qui est le tout venant de l'exercice du Tout pouvoir, à fait. qui s'effectue sur le fil de l'actualité Et et en réaction, en poursuite permanente à un flot continu d'urgence, quoi, tout tout à simplement. fait. Alors, dans le cadre de la crise sanitaire, c'est encore plus flagrant, mais c'est vrai tout le temps. Alors, effectivement, vous parlez, ça me faisait penser à une intervention de Nicolas Hulot qui est passé à Bruxelles il y a une éternité, c'était l'été 2019 quand on pouvait encore toucher des gens. Et justement, lui expliquait, il n'était pas là pour parler de ça et il n'avait pas spécialement l'intention de dire pourquoi il avait quitté le gouvernement, mais globalement, il faisait comprendre qu'il se sentait très peu capable de changer les choses. Et à un moment, en conclusion, il disait il faudrait un ministère du futur, un ministère de la prospective. Il dit parce qu'effectivement, les politiciens sont dans une telle urgence, avec une telle masse de travail que c'est très difficile d'avoir du recul. Euh, Ben, c'est toute la différence qu'il y a, pour prendre une métaphore navale, entre avoir un cap et naviguer à vue. Aujourd'hui, on peut dire, sans insulter personne ni aucune institution, qu'on navigue à vue, pas que en France ou en Belgique, hein, mais vraiment, vraiment partout. Est-ce que c'est difficile de faire autrement sans verser dans l'autre caricature qui est celle du plan quinquennal? Oui, c'est difficile, évidemment, mais c'est pas pour ça que c'est impossible. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir, de fixer du moins des perspectives et de voir comment, tout en gérant l'actualité, le présent et l'urgence, ne pas trop s'éloigner de ces perspectives, ne pas perdre, disons, de vue les très grands enjeux, parce que ceux qui, en revanche, les prennent en compte, ces enjeux, à savoir, par exemple, mettons la Chine au hasard, ou des grands groupes privés qui, eux, fixent des caps à plus long terme, mais qui ne sont pas que dans l'immédiateté du marché, c'est ceux qui prennent le pouvoir. Tout à fait. En fait, Donc, c'est ce que j'avais envie de dire. Ce qui est paradoxal, parce que ça devrait être absolument l'inverse, mais aujourd'hui, les gouvernements n'ont plus les moyens ou la structure de pouvoir bouger vite et de regarder loin. Donc, en fait, ils bougent lentement en regardant devant eux. Et les grands groupes ou des pays un peu moins démocratiques qui peuvent décider de virer 30 millions de personnes pour mettre une route, ben, eux, en fait, justement, arrivent à avoir une vision et agir vite.
Et donc, c'est compliqué pour nos belles institutions. Et on n'est pas du tout encore dans le cœur du sujet, mais c'est pas grave, je trouve ça Non, passionnant. on n'est pas non, on n'est pas dans le cœur du sujet, mais juste là-dessus, il faut aussi, enfin, il faut préciser pour compléter le propos que, à mon sens, c'est pas lié à la nature du régime. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des régimes totalitaires absolument abominables qui ne fixent absolument aucun cap. Je ne sais pas quel est le cap fixé par le régime de Kim Jong-un en Corée du Nord. Peut-être qu'il y en a un, mais de toute façon, comme on ne sait rien sur ce pays, on ne peut que conjecturer, mais à mon avis, il n'y en a pas. Et pourtant, on a, disons, là, la caricature de l'État le plus orwellien qu'on puisse imaginer aujourd'hui. Tout à fait, ouais. À l'opposé, les systèmes de participation, même par le vote, hein, disons, de la représentation, ne sont pas forcément obnubilés par l'immédiateté. C'est pas une nécessité. On peut imaginer des moyens de faire entrer le temps un peu plus long dans la décision collective, même dans un cadre, disons, humaniste et, je dirais, démocratique, même si c'est un terme que j'aime pas trop parce que je préfère celui de représentatif. Parce qu'on Ok. a un système de représentation, mais pas de démocratie. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Maintenant, je vais venir exactement à la question que vous me posez pour expliciter, parce que je ne suis pas sûr que ça ait été très clair, les raisons pour les, enfin, ce qui vous ont séduit dans l'article d'Ouzbek Erika, c'est qu'en écrivant mon dictionnaire du futur, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, le débat public sur la prospective, sur la futurologie, je sais que vous aimez ce terme, moi pas du tout, parce que je trouve que ça fait un petit peu gogo, ça fait un peu boule de cristal, et justement, la prospective, c'est tout sauf avoir une boule de Tout à cristal, fait. mais bref, Mais voilà, en écrivant ça, on en avait en- discuté. C'est l'aspect provocation, moi, qui m'intéresse, parce que je trouve que le futur est abandonné. Mais soit, on n'est pas là pour parler de ça, on y reviendra non, peut-être plus tard. mais là où je vous rejoins, c'est que futurologie, c'est amusant comme mot. Comme si on pouvait savoir quelque chose du futur. Ah, moi, c'est plutôt Évidemment. justement le fait de. Moi, je dis toujours, le mojo, c'est se préparer à l'imprévisible. C'est comment Oui, est-ce c'est qu'on fait ça. pour Oui, mais naviguer aux voilà, instruments ou à l'intuition, mais pas à la vue, quoi. ben, c'est une bonne définition. Et donc, en écrivant ce livre, je disais que c'était le livre de ma vie parce que c'est vraiment énormément de boulot, quoi, vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et c'est la première fois que je mettais totalement en adéquation ma vie professionnelle de tous les jours avec ma vie d'auteur, ma vie d'écrivain. Je me suis aperçu que le débat sur l'avenir aujourd'hui, il était un peu confisqué par deux idéologies, c'est peut-être un peu fort comme terme, en tout cas deux perceptions de l'avenir qui ont fini par me sembler extrémistes. Et ces perceptions, vous les avez nommées, c'est d'un côté le transhumanisme et de l'autre côté la collapsologie. Donc on va revenir sur chacun des deux. On peut les renvoyer dos à dos, hein. Même si en réalité on pourrait s'efforcer, parce que c'est un exercice intellectuel amusant, de trouver des similitudes. Le côté millénariste, par exemple. C'est vrai que dans les deux cas, c'est un millénarisme, c'est-à-dire, attention, c'est la fin. Les deux nous disent c'est la fin. Ils ne nous disent pas que c'est la fin de la même chose. Et ils nous disent tous les deux que c'est la fin, que c'est les derniers moments, c'est vraiment le millénarisme. Donc alors, côté collapsologie, on nous dit que c'est la fin de la civilisation thermo-industrielle, c'est-à-dire que cette civilisation-là va s'effondrer. Et c'est imminent, ça va se passer dans très peu de temps. Et côté transhumanisme, on nous dit que c'est la fin de l'homme, tout simplement, puisque pareil, dans très peu de temps, là encore, on affiche un horizon temporel qui est court, eh bien, la technologie, la science, elles nous permettront, technologie et science, d'accéder à un autre stade de notre histoire, pour dire les choses simplement, de devenir des dieux. Et la science et la technologie, à très court terme, vont nous donner les moyens de régler absolument tous les problèmes qui se sont posés à l'humanité. Tout à fait. Et donc, en écrivant mon livre sur le futur, je me suis aperçu que ces discours étaient extrêmes et qu'ils étaient fondés, mais qu'ils ne sont pas totalement crédibles. Vous voyez, j'essaye de nuancer mon propos Oui. parce que je ne suis opposé ni à l'un ni à l'autre. En revanche, je ne crois pleinement ni à l'un ni à l'autre. Ce qui est de plus intéressant, c'est du côté de l'effondrement, donc je ne le traite pas tout de suite. Je vais commencer par le transhumanisme. À titre personnel, je rêve transhumanisme. C'est-à-dire que j'adhère totalement à leurs souhaits. Mais je suis conscient que ce sont des souhaits, que ce sont des vœux, et qu'ils n'ont rien à voir avec la réalité scientifique et technologique d'aujourd'hui. Mhm.
C'est-à-dire que je suis, et j'espère, persuadé que l'humanité, si elle ne s'effondre pas aujourd'hui, si, par exemple, la crise environnementale ne nous emporte pas, ce qui relève du possible, et on y reviendra quand on parlera de l'effondrement, eh bien, dans ces conditions, oui, je suis persuadé qu'on pourra peut-être accéder à une forme d'immortalité. En gros, Et ensuite, si on sort du tunnel des 20 prochaines années, quoi. en plus, Si on a non, assez... Oui. du tunnel des 80 prochaines années, parce que il va falloir encore beaucoup de temps pour que des technologies qui nous permettent véritablement d'accéder à l'immortalité se développent. Et surtout, pendant ce temps-là, on a une crise environnementale majeure à régler. Oui, tout à fait. Et Et donc c'est peut-être pas peut-être, assez de ressources et d'énergie le pour... plus gros défi que l'humanité ait jamais eu à relever, cette crise environnementale. C'est peut-être la chose la plus énorme devant laquelle à laquelle nous n'ayons jamais été confrontés. Et souvent, parce que je connais bien le discours transhumaniste, souvent la crise environnementale est passée par pertes et profits. C'est-à-dire qu'on est dans un discours, et c'est là que je convoque la première des figures mythologiques, qui est celle de Prométhée. Ah oui, Donc un discours de puissance, de maîtrise du feu, sans se rendre compte du danger de cette crise environnementale et donc du risque qu'elle fait peser sur nous, qu'on n'accède jamais à la maîtrise du feu. C'est-à-dire qu'on ne devienne jamais Prométhée parce qu'on se sera brûlé les ailes avant. Et là, on arrive à l'autre figure qui est celle d'Icare. Oui, Icare était pas loin du soleil. Vous vous souvenez, dans l'histoire, pour échapper avec son père Dédale au labyrinthe tout à fait. qu'ils ont eux-mêmes conçu, ils volent. Le rêve de l'humanité, ça a toujours été de rêver jusqu'à ce qu'on invente les Et avions. puis Et donc, il se fabrique des ailes avec de la de la cire cire, ouais. et des plumes de cygne. Et le père donc d'Édale d'Icare lui dit attention, ne vole pas trop haut, parce que plus tu seras haut, plus tu seras en prise à la chaleur du soleil, la cire fondra et tu risques de tomber. Mais Icare, grisé par l'élévation, oublie la mise en garde paternelle. La cire, effectivement, il va beaucoup trop haut, la cire fond et il tombe, il meurt noyé. Voilà. Et donc l'humanité Icare, c'est ce qui nous pend au nez comme un sifflet de rond si on néglige le risque fondamental de la crise environnementale qui est face à nous et qui pourrait tout à fait nous faire rater les rendez-vous de la science et de la technologie auxquels les transhumanistes aspirent tant que ça. Tout à fait. Et alors, il y a aussi l'espèce de course, ce que j'appelle la course entre les deux exponentielles. C'est l'exponentielle de la vitesse technologique et l'exponentielle du changement environnemental qui pourrait nous couper l'herbe sous le pied en termes d'énergie disponible et de Voilà, ressources c'est ça. disponibles. Et C'est ça. à C'est-à-dire que mes si on... yeux, c'est vraiment ça qui est dur à évaluer. Et c'est Oui, l'équation à 10 milliards d'euros, évidemment. Enfin, à 10 trillions voilà. d'euros. C'est là qu'on sait ce qui va se passer, en gros. Et d'après Alors, Jean... si vous faites allusion au produit, au PMB, au produit mondial brut, l'équivalent du PIB, mais pour l'ensemble des PIB du monde entier, c'est 80 trilliards d'euros, puisqu'on en est à peu près à 80 000 milliards par an. Enfin, Ben ça, voilà. c'était vrai en 2019. Donc, Donc avec. c'est la question à 80 trilliards. Alors voilà. Exact. Voilà, Merci. bah, Merci un peu moins Antoine. maintenant, avec la décroissance liée à la crise sanitaire, un petit peu moins. Mais bon, ça c'est des détails. Mais vous avez tout à fait raison. Mon cadre d'analyse à moi, attention, je peux largement à l'intérieur me tromper, mais j'espère que au moins le cadre est correct. C'est que je ne fais que vous paraphraser. Les deux déterminants de notre avenir, c'est la crise environnementale et la révolution technologique. Et vous avez raison, on peut présenter les choses comme une course-poursuite entre les deux, parce que la révolution technologique peut nous aider à régler la question environnementale, mais elle ne peut pas tout faire. Attention, Non, elle peut voilà. nous être une aide déterminante, et donc son avancée dans ce contexte-là est déterminante et vraiment clé. Et d'un autre côté, on ne sait pas jusqu'où on peut détruire notre environnement sans en subir très gravement les conséquences. C'est la question de la résilience, c'est la question des points de rupture de notre environnement. Et là aussi, la crise est extrêmement avancée, elle est extrêmement profonde. On peut être au bord du précipice, mais on n'en a pas complètement conscience d'abord parce qu'on ne le voit pas encore. Et qu'un point de rupture, par définition, c'est un changement, un basculement très Brutal. brutal Oui, d'un tout à fait. état favorable à la vie aujourd'hui, très favorable à la nôtre même de vie, vers un autre état dont on ne sait pas grand-chose. Et on pourrait être pas loin, mais on ne peut pas non plus le savoir précisément parce que, par exemple, les écosystèmes sont extrêmement complexes, sont des systèmes chaotiques et on ne les connaît pas, on n'en comprend pas suffisamment la dynamique pour savoir à quel moment se situerait le point de rupture. Du point de vue du climat, en revanche, on est un peu plus avancé parce qu'on sait que le point de rupture, c'est un faux angle mort des rapports du GIEC,
c'est à partir de 2 degrés d'augmentation des températures. On sait qu'à partir de ce moment-là, il y a une forme de point de rupture. C'est un Et un effet effet d'emballement d'emballement, et c'est parti. du système. Et donc Voilà. on est Donc, caisse dedans, hein, parce que je veux dire, à 2 voilà. degrés. En fait, la seule chose, et c'est là que moi aussi, en fait, la dualité totale entre collapsologue et transhumaniste, moi je les appelle les techno-utopistes, en fait, mais oui, transhumaniste, ça les définit bien. En fait, ne font pas, ne prennent pas ça en compte. Enfin voilà, je me suis un peu perdu. Il faut savoir, j'ai un petit trouble d'attention. Le temps de réfléchir à ce que vous avez dit, de regarder le chat, j'ai perdu le fil. Donc voilà, Alors, sorry. je vais essayer de reprendre le fil pour nous deux. On avait bien identifié la figure de Prométhée. On commençait à identifier la figure d'Icare. Icare, c'est l'humanité qui est vraiment pas loin du Soleil, c'est-à-dire pas loin d'accéder à une maîtrise hallucinante. L'immortalité, la fusion de l'homme et de la machine, pourquoi pas un jour, l'implant cérébral, une innovation technologique qui, si elle était un jour possible, ce qui n'est pas sûr, hein, bien sûr, là ça relève encore de la science-fiction, mais là Tout on mélange, hein. tout à On fait. mélange science et science-fiction. Neuralink pourrait Euh, avoir des résultats assez probants et voilà. rapides sur des trucs comme la moelle épinière endommagée ou Oui, voilà, des c'est trucs ça. comme ça. Et puis alors après, pour aller chercher dans le software le truc, ouais, effectivement, moi aussi, je demande à voir. Je dis pas que c'est pas possible, mais je Alors, veux bien avoir. ouais, idem pour le virtuel, d'ailleurs. C'est-à-dire les mondes virtuels véritables, hein, pas ce qu'on nous présente aujourd'hui, les technologies Oculus Rift et tout ça, qui sont déjà assez bluffantes, mais qui n'ont rien à voir avec ce que seraient de véritables mondes virtuels, c'est-à-dire des mondes dans lesquels, en étant immergé, on serait totalement coupé du monde réel, c'est-à-dire que la technologie prendrait le relais sensoriel à l'intérieur même de notre cerveau. Et en fait, tous les stimulus sensoriels d'entrée et de sortie seraient matriciels, quoi, gérés Oui, à ben, l'intérieur ce du serait cerveau par éventuellement un implant cérébral la évolué seule dans le dos. façon de courir 10 mètres sans se prendre un mur Voilà, dans le c'est monde exactement réel, ça. quoi. C'est-à-dire qu'on n'effectuerait plus de mouvements physiques dans Tout un à fait. véritable monde virtuel. Tous les mouvements seraient ordonnés par notre cerveau, comme ils le sont d'ailleurs dans le monde physique, mais non exécutés par nos membres, puisqu'il y aurait une déconnexion totale avec le monde réel. Bref, donc tout ça pour dire qu'on n'est pas loin du soleil, c'est-à-dire de toutes ces choses-là qui, quand on aime un peu la science-fiction, font rêver, et même quand on n'aime pas la science-fiction, donnent largement à réfléchir et font comprendre que si on arrive à ça, plus rien ne sera jamais identique à ce que l'humanité a toujours connu. Mais parce que tout ça nous conduit à saccager et à surexploiter notre environnement, eh bien, nous pourrions rater ce rendez-vous avec le Soleil et donc tomber, chuter, pas loin du but. Et c'est la figure d'Icare. Et puis alors, il y a une troisième figure, c'est celle de Janus, à laquelle moi j'aboutis. Mais pour vous parler de Janus, il faut que je vous dise pourquoi, alors que j'étais plutôt collapso en commençant l'écriture de ce livre, eh bien, je le suis beaucoup moins. Mais alors C'est-à-dire C'est pourquoi? Elysium, Janus c'est Elysium, ça veut dire c'est Voilà. c'est le collapse de tous et enfin la mortalité de quelques-uns. Alors, oui, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que J'aime bien la ça peut être complexité. un monde d'immenses contrastes sans que le contraste soit aussi caricaturalement visible. C'est-à-dire, bon, alors vous me faites parler de Janus, alors on va parler de Janus, c'est-à-dire que ce qui me semble le plus probable, et c'est peut-être mon immense erreur, parce que si ça se trouve demain, l'effondrement va éclater, ou alors nous sommes en plein effondrement, ça a commencé par la crise sanitaire, ça se poursuit par la décroissance économique. En France, on est en train Et puis d'organiser un système, c'est sérieux, hein, on est en train d'organiser un système de pénurie d'énergie, puisqu'on ferme, on est en train il y a un programme de fermeture de réacteurs nucléaires, et on est sur le fil de la couverture de nos besoins énergétiques, et donc on demande très sérieusement à l'opérateur national de mettre en place un plan qui permette des coupures ciblées. Donc tout ça, c'est l'entrée dans la décroissance, hein, c'est alors oui, tout à l'entrée fait. Et alors les pauvres. je trouve ça très intéressant et pour moi très inquiétant parce que c'est la même chose dans tous les pays. Donc en fait, on a des politiciens qui disent on va continuer à faire de la croissance tout en sortant du nucléaire avant de faire la transition écologique. Voilà. Et donc, pour moi, à partir du moment où ces choses-là sont dites comme ça, c'est CQFD que ces gens n'ont rien compris.
Ah, c'est une évidence. Et donc, C'est une évidence. ça veut dire que Alors, on est piloté. Enfin, il n'y a pas de pilote dans l'avion, mais ça, il n'y a plus de pilote dans l'avion depuis longtemps. Mais je vais le dire peut-être un peu autrement. Ils n'ont pas rien compris. Parce que moi, je dirais jamais que je suis plus intelligent que, je sais pas, moi, par exemple, mon président de la République, que j'ai côtoyé à Sciences Po. On a le même âge, on est de la même promo. C'est un mec vraiment intelligent. Euh, et en plus, il est autrement plus renseigné que moi. oui, Donc, il a c'est pas des qu'il a rien datas. compris. C'est qu'il a fait un choix politique. Il a très clairement fait un choix politique qui est un choix court-termiste, électoraliste. Et c'est la raison pour laquelle moi je suis assez critique sur le système de la représentation. Attention, sans dire il faut le remplacer par quelque chose qui serait pire. Hein. C'est la formule bien connue, c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Bah, le système de la représentation, c'est ça. Mais parce qu'il n'est pas interdit d'améliorer même le système de la représentation et puis surtout de réfléchir, Et on peut dire que d'empêcher qu'il soit phagocyté, ben, du moins qu'il soit dicté par des impératifs électoralistes qui sont par nature court-termistes. Je vous donne un exemple tout bête. Si mon président de la République avait un long mandat unique, peut-être qu'il n'aurait pas pris cette décision parce qu'il n'aurait pas en ligne de mire sa réélection. Et donc, peut-être qu'il aurait modifié la loi de transition énergétique héritée du président précédent, consistant à faire ce que vous disiez, c'est-à-dire à fermer des réacteurs nucléaires tout en prétendant vouloir faire une transition énergétique, ce qui est totalement, absolument et incompatible. en maintenant la croissance. Parce qu'on pourrait dire, voilà, on va le faire, Alors voilà, vous inquiétez exactement. Et en pas, maintenant, mais par contre, voilà. Et en maintenant la croissance, vous allez avoir l'air voilà. surpris, vous allez avoir l'air surpris. Parce que il y a un élément qui est fondamental, qui n'est pas du tout pensé dans le débat public sur l'énergie, c'est l'augmentation des besoins. C'est-à-dire qu'on a tendance à croire, d'ailleurs avant de me pencher sur la question, moi j'étais comme ça. Hein. Donc on a tendance à croire que l'enjeu c'est de décarboner l'énergie. Alors oui, c'est l'un des deux enjeux. Mais l'autre enjeu, c'est demain de faire plus d'énergie. C'est-à-dire de produire plus d'énergie pour correspondre à une demande supérieure à partir du moment où on reste en croissance. Et Tout à donc, fait. tout l'enjeu, c'est croissance ou pas croissance. Et si on conserve la croissance, ça veut dire qu'il faudra faire plus d'énergie, donc répondre à la fois à un défi énergétique qualitatif en faisant de l'énergie différente, c'est-à-dire de l'énergie décarbonée, et quantitatif en faisant plus d'énergie. Décarbonée en fabriquant plus d'énergie, bonjour. Hein. En tout cas, c'est pas sans le nucléaire, ça c'est sûr. Oui, et encore, même le nucléaire ne va pas devenir miraculeusement le truc qui va tout remplacer, puisque aujourd'hui, dans le mix énergétique, c'est pas non plus la folie. Et l'uranium et le plutonium ne sont pas disponibles à l'infini, donc ça peut méchamment nous aider, mais c'est pas non plus ça il va falloir quand même, pour pas qu'on aille sur de la décroissance, qu'on sorte de notre chapeau des trucs un peu genre fusion, et on sait que ça n'arrivera pas avant très longtemps. Alors, Est-ce qu'on va pas avoir un moment un creux dans notre capacité énergétique? alors normalement, non. Normalement, le nucléaire nous permettrait, mais à condition d'en développer les capacités, et plus précisément de développer le nucléaire mondial x3. x3 d'ici 2050. Si on fait ça et qu'on développe x5 ou plus les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, hein, parce que quand on parle d'énergie renouvelable, il ne faut pas se focaliser que sur l'éolien et le Ouais, solaire. tout à fait. Aujourd'hui, l'hydroélectricité, c'est une part assez importante. Et la Et dans biomasse? les énergies renouvelables, il faut aussi prendre en compte la biomasse, qui est un moyen de faire de l'énergie soit de manière neutre, quand par exemple on brûle du bois qui a servi à emmagasiner du carbone. Donc là, on atteint une forme de neutralité puisque le CO2 qu'on libère est un CO2 qui a préalablement été capté. Donc on a enlevé du carbone, mais on en remet autant, donc c'est censé être équivalent. Mais si en plus on stocke le carbone à la sortie de l'exploitation énergétique, on fait de l'énergie renouvelable avec de la biomasse. Donc il faudrait démultiplier les capacités d'ici 2050 d'énergie renouvelable, bien plus que le nucléaire, mais il faut Mais- aussi augmenter le nucléaire. En augmentant de 4% le nucléaire et de 5,5% par an à partir de maintenant les énergies renouvelables, on arrive à une transition énergétique qui commence à ressembler un petit peu à quelque chose et qui pourra ensuite être relayée par des technologies qui sont en cours de développement, de captation, Tout à de fait. captation et d'utilisation du carbone, mais pas à la source.
dans l'atmosphère directement. Tout à fait. Mais en fait, c'est ce que certains disent, c'est qu'on ne doit pas se contenter d'arriver à la neutralité carbone. En fait, pendant quelques décennies, on va devoir être négatif en carbone et donc on va devoir Voilà. aller en acheter. Mais je sais pas. Apparemment, je sais pas si vous connaissez X-Prize, le concours annuel organisé par Peter Diamandis. C'est un futurologue, serial entrepreneur américain. C'est lui qui a Health Nucleus et qui a fondé l'université de la singularité avec Ray Kurzweil. Ouais. Et donc, tous les ans, X-Prize s'attaque à un problème et c'est un appel à projet avec des sponsors. Et donc, ceux qui gagnent reçoivent un financement conséquent pendant de longues années pour passer d'idée à réalité commerciale. Et il y a une petite dizaine d'années, c'était How Can We Undo Carbon? Et donc, les vainqueurs étaient justement des gars qui fabriquent des espèces de moteurs à mettre sur les cheminées des centrales énergétiques et des grosses usines qui captent le carbone et qui permettent en fait d'obtenir du carbone minéral moins cher qu'en le minant, tout en empêchant la captation l'émanation du carbone. Et apparemment, c'est en test maintenant dans deux États américains. Et donc voilà, c'est des machines. Après, est-ce que le coût, parce que c'est un peu ça, Alors voilà. c'est comme l'agriculture urbaine, quand vous parlez de ça Voilà. à un agriculteur, il vous dit que c'est irréaliste parce que l'énergie prise n'a aucun sens. Et donc, de nouveau, on peut se permettre de consommer de l'énergie pour la transférer, la stocker et autres, mais pas dans la mesure où on n'en a pas assez. Alors, pour compléter ce que vous venez de dire, on parle d'abord de géo-ingénierie. La géo-ingénierie, alors il y a plusieurs pistes de géo-ingénierie, certaines étant extrêmement farfelues, qui ont été proposées depuis des décennies. La géo-ingénierie, c'est faire l'inverse de ce qu'a fait la révolution industrielle, puisque la révolution industrielle était, à notre corps défendant, on n'a pas du tout fait exprès, mais était une immense opération de géo-ingénierie. Tout à C'est-à-dire fait. qu'on a modifié notre environnement en exploitant ses ressources. Donc là, la géo-ingénierie dont on parle, c'est une géo-ingénierie qui tenterait de nous faire le chemin inverse. Et elle aurait deux étapes, cette géo-ingénierie. Une étape qui existe déjà, qui est la captation du carbone à la source. Et aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'établissements, de projets de captation du carbone à la source qui existent dans le monde. Et donc ça se démultiplie, hein, mais c'est encore cher, donc ce n'est pas vraiment rentable. Évidemment, plus il y en aura, plus le coût va baisser de manière rapide et exponentielle. Et ensuite, alors le Graal de la géo-ingénierie, c'est la captation du carbone, non pas à la source, mais dans l'atmosphère. Et alors là, à partir du moment où on arrive à capter dans l'atmosphère, et encore plus si, comme vous le disiez, on arrive à en faire une ressource, c'est-à-dire à recycler le carbone, à en faire une richesse, alors là, on commence à tutoyer ce que pourrait être le développement durable. Alors, il semblerait qu'il y a quand même une énorme source des usines à carbone, enfin, en tout cas, à séquestration de carbone. Il semblerait que ce soit les baleines. Et là, pour l'instant, on n'est pas plutôt en train de multiplier. Alors, je suis pas sûr de ce que j'avance, hein, mais c'est quelque chose que j'avais vu passer. Et alors, les algues, qui sont une extraordinaire source de biomasse. D'ailleurs, en Bretagne, ils ont installé une usine là où il y a les pollutions par algues. Les algues, aujourd'hui c'est un problème de pollution, mais en fait c'est une opportunité de la nature, puisque ce truc se démultiplie à toute allure et peut servir de biomasse, de source pour un plastique végétal. Et là aussi, évidemment, l'algue est une source de captation carbone. Donc il y a peut-être effectivement des pistes de ce côté-là. Ok. Donc Alors, effectivement, pardon. Excusez-moi, Antoine. si vous me permettez de reprendre, vous aider en reprenant le fil, on avait fait Prométhée, on a un peu effleuré Janus, mais on y reviendra, et je vais vous expliquer pourquoi je ne crois pas trop à Icare, parce que Icare, c'est la collapsologie, C'est juste. c'est l'effondrement. Effondrement, probablement pas. C'est le titre du Voilà. chapitre dédié à ça dans votre livre. Voilà. Alors, sachant que quand j'ai commencé, je disais plutôt le contraire. Il me semblait, et ça c'est simplement en tant que bon sens, en faisant appel à mon bon sens, et comme de plus en plus de gens, des millions de gens, que la manière dont on surexploitait les ressources aujourd'hui était absolument pas durable et nous menait droit au précipice. Et donc, je ne voyais pas comment on ne courait pas à l'effondrement comme les collapsologues le disent. Et ensuite, je me suis demandé, en travaillant le sujet vraiment de manière rigoureuse et rationnelle, ce qu'était l'effondrement. Alors ça, c'est le premier problème qu'on rencontre, c'est qu'il n'est jamais défini.
Alors, moi, je propose une définition. Quand je dis il n'est jamais défini, il est très rarement défini. Moi, je propose une définition. L'effondrement, c'est l'arrêt du progrès scientifique et technologique partout sur la planète. C'est-à-dire que si on arrivait à un moment, à un stade de déliquescence tel qu'il n'y ait plus du tout d'avancées scientifiques et technologiques partout dans le monde, oui, effectivement, on pourrait dire que l'effondrement a eu lieu. Pour en arriver là, il faut quoi? C'est ça la question. C'est quels sont les facteurs, quels sont les enchaînements mécaniques, logiques, qui aboutiraient à un tel résultat? Des facteurs capables de conduire à ça, il n'y en a pas des masses. On va dire qu'il y en a, mettons, 2 ou 3. Il y a le facteur économique éventuellement, c'est-à-dire un crack, une crise monumentale qui met totalement à plat l'économie, qui désorganise l'économie monde. Deuxième piste, c'est avancée depuis des décennies d'ailleurs, depuis le Club de Rome, c'est la raréfaction des ressources premières, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Cette raréfaction, ça peut être des ressources minières, ça peut être des ressources énergétiques comme le pétrole, etc. etc. Et la troisième piste, bien sûr, c'est le réchauffement climatique, avec en particulier les migrations climatiques, c'est-à-dire des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards de réfugiés environnementaux qui rendent le monde totalement incontrôlable et donc qui font sauter toutes les organisations Oui, humaines. et le fait de progressivement rendre la guerre rentable parce que tout d'un coup, Ah ben les oui, frictions sont sur des ressources fondamentales et vitales. voilà. Parce qu'effectivement, sinon la guerre n'est plus rentable, comme disait Harari, au Voilà, sens, c'est ça. violence primaire du terme. Aujourd'hui, ça devient très très rare. D'ailleurs, on voit que ça se fait de façon nanoscopique dans des zones riches en ressources, et puis c'est tout. Ben voilà, c'est ça, exactement. Et donc, quand on prend une par une ces grandes causes d'effondrement potentiel, même en les mélangeant, on s'aperçoit que du point de vue de la résilience économique, on est dans le flou le plus total. Les dernières crises ayant eu lieu tendraient plutôt à prouver le contraire de la grille de lecture Collapso, parce que le crack de 2008 a été monumental, une perte de valeur théorique colossale, comme il n'y en a jamais eu, ça a été supérieur à 29, et l'économie a résisté bien mieux. Et le rebond a été extrêmement rapide. Donc, du côté de la résilience économique, c'est peut-être possible, mais ça paraît pas très probable. En tout cas, pas certain du tout. C'est ça, on peut le Oui, dire, ça n'est pas certain. et un autre point, je pense, qu'on peut voir aujourd'hui, c'est le côté hétérogène de la crise économique. C'est-à-dire que d'un côté, le monde crève littéralement, et puis il y a des secteurs qui explosent, comme le digital, l'e-commerce. Et donc, on voit, enfin voilà, c'est très asymétrique, c'est très hétérogène comme crise, en Voilà, fait. Tout à voilà, fait. exactement. Pour renforcer C'est votre quoi propos, déjà? hein, j'abonde dans Oui, votre oui, tout à sens fait. en disant Ah qu'effectivement on oui, a un système résilient. la raréfaction des ressources, euh, pour l'instant, on a observé exactement l'inverse. C'est-à-dire que les mécanismes de marché euh, opèrent une translation des ressources qui deviennent rares vers les ressources qui sont moins rares et stimulent l'innovation technologique pour exploiter des solutions qui n'étaient pas rentables et qu'ils deviennent, et des ressources qui n'étaient pas rentables et qu'ils deviennent. Aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas encore souffert de raréfaction de la ressource. Alors, il y a l'énorme question des hydrocarbures, en particulier du peak oil, c'est-à-dire du pic pétrolier, qui a eu lieu. Et un homme que je respecte beaucoup, hein, comme Jean Covici, Tout à fait. On en parle beaucoup, Jean-Marc, beaucoup sur la chaîne ici. voilà, bah, ça m'étonne Jean-Marc pas. Jancovici. C'est Voilà. même un peu notre rasoir de cam parce que Ouais, c'est vraiment lui qui arrive le plus, à mes yeux, en tout cas aujourd'hui, sur la scène internationale, à concrétiser des débats et pas à rejeter. Il n'est ni anti-technologie ni anti-environnement. Et lui, il dit voilà, moi j'essaie de jouer avec des chiffres et il n'est pas prophète, mais au moins il factualise beaucoup le débat. Je trouve ça très sain. non, mais il est décroissanciste.
Ah oui, bah oui, ça, c'est Nicolas Hulot aussi. D'ailleurs, la conclusion, c'était il est grand temps de préparer la décroissance parce que pour lui, il est impossible de continuer à gagner en énergie. En tout Et cas, là, alors selon moi, et c'est l'une des principales conclusions de mon livre, ça n'est pas impossible. C'est-à-dire qu'il n'est pas impossible de continuer d'avoir de la croissance tout en ne s'autodétruisant pas. tout à fait. Après, on peut aussi, alors je sais que ça fait un peu Kumbaya et Big Knit, ce que je vais dire, mais peut-être aussi que la croissance pourrait être quantifiée autrement. Avec Ah une oui, série d'indicateurs, parce que en fait la croissance économique c'est un outil devenu fin. Enfin voilà, je pense que l'indicateur a fini par pervertir notre vision du monde et de le gouverner. Mais bon, là on est vraiment hors champ en termes de débat. Si on parle là-dedans, alors, on est parti pour deux alors semaines. Mais si vous voulez, on va revenir sur la croissance si vous voulez, mais je vais juste terminer sur l'effondrement, puisqu'il y a la question donc, de la raréfaction là, du pétrole et du gaz. Donc, selon Jean Covici, puisque c'est pour ça que je le citais, c'est pour ça qu'on est en crise structurelle. C'est-à-dire qu'il remarque qu'on a globalement moins d'hydrocarbures aujourd'hui dans toute la sphère occidentale, en particulier en Europe, et que dans ces conditions, on ne peut pas physiquement faire plus de croissance et que on part en fait de manière contrainte, on ne pourra faire à l'avenir, si la tendance se poursuit, que de la décroissance. Et tout l'enjeu de ce débat, c'est de savoir si on peut remplacer cette énergie fossile par une autre énergie, on en a parlé, soit de l'énergie nucléaire, soit des énergies renouvelables. Soit un dernier paramètre quand même à prendre en compte, c'est de l'efficience et de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avoir besoin de moins de matières premières, de moins d'énergie pour faire autant de richesses, qui est aussi un axe extrêmement important, hein, tout à fait. voire, voire fondamental. Et d'ailleurs, voilà, le digital nous a aidés parce que le digital, à proportion égale, consomme moins de ressources. Le problème, c'est qu'il y a l'effet de rebond. Voilà, la photo argentique, on prenait une photo par semaine pour les grandes occasions. Avec le numérique, on prend 10 000 photos. Donc, à coût égal, une photo consomme beaucoup moins. Mais voilà. Mais effectivement, le numérique est une piste. On doit continuer à le rendre plus performant. On doit continuer à essayer de l'optimiser, utiliser moins d'atomes, moins d'énergie. Mais est-ce qu'on va réussir à tenir le cap? C'est vraiment la vraie question à mes yeux, hein. Alors, petit clin d'œil quand même pour que vous voyez le lien entre mes activités du jour et mes activités de la nuit. C'est que là, je suis au Sénat dans mon bureau et je suis resté au Sénat parce qu'il y a une séance de nuit sur un texte qui est pionnier, en tout cas en France, qui est justement sur l'empreinte environnementale du numérique. Donc, on est à 100% dans cette problématique. Pouf. Et alors, pour revenir sur notre question disons, des causes de l'effondrement, de ce qui pourrait conduire à un effondrement sur l'ensemble du globe, on a évidemment la crise environnementale et en particulier le réchauffement climatique. Et l'élément le plus dangereux pour la stabilité mondiale, ce sont les réfugiés climatiques, qui peuvent se compter demain par dizaines de millions, etc. Donc ça, c'est une menace très très forte. Mais admettons que demain, il y ait vraiment des dizaines de millions de réfugiés climatiques et que ça cause, parce que ça arrivera principalement dans les pays les plus pauvres et les pays du Sud, qui vont être les plus durement touchés par le réchauffement, et que donc ça conduise à un effondrement d'États dans le Sud en cascade. Pour qu'il y ait un effondrement global sur l'ensemble de la planète, il faudrait que le Nord, pardonnez-moi l'expression, mais voit arriver ces marées humaines sans réagir du tout. C'est-à-dire sans hérisser ses frontières de barbelés et les équiper de drones tueurs. Ce qui me semble très improbable. C'est là que j'arrive à Janus. Comment dirais-je, vu la tendance actuelle de grande ouverture et effectivement, je pense que l'Europe va pas laisser rentrer. Mais d'accord. Et donc c'est là que vous arrivez à Écoutez, Janus, le double visage. voilà, disons que s'il y avait un effondrement d'une partie de la planète, en particulier du Sud, il est fort à parier que le Nord ne se laisserait pas effondrer, ne se laisserait pas submerger. C'est une certitude. En revanche, on pourrait aboutir à une situation dans le Nord où l'ensemble des ressources serait cannibalisé par la nécessité de tenir ses frontières et de réagir aussi au changement climatique.
Et donc là, on pourrait aboutir à un effondrement. Celui-là, il me semble possible, très possible, qui serait un effondrement de long terme, dans lequel, sur la durée, les ressources seraient de moins en moins consacrées à la science, à la technique et à la croissance, et de plus en plus à l'urgence immédiate de tenir ce nouveau limès, pour prendre une métaphore antique, donc c'est le limès de l'Empire romain, pour tenir cette nouvelle frontière dans un monde totalement bouleversé et livré pour le reste au chaos. Ce qui n'est pas non Donc oui, plus... l'effondrement est possible, mais on voit bien que pour que ça arrive, il faut une conjonction astrale qui serait extrêmement défavorable. Et en tout cas, à tout le moins, ce qu'on peut dire, c'est que l'effondrement n'est absolument pas certain et qu'en plus, il n'est absolument pas souhaitable. Parce que derrière le discours collapso, il y a de plus en plus une petite musique de l'attente joyeuse. Mais je pense que ceux-là sont ceux qui ont une vision romanesque du collapse, oui, où on va courir dans les champs voilà. en disant « Oh, une tulipe !» et pas de se massacrer à coups de machette. Voilà. Il y aura certainement de splendides actes de solidarité, hein, j'en suis convaincu, mais s'il n'y a pas de régime ou de structure sociale pour réglementer l'usage de la violence, hein, puisque la oui, police... mais attendez, je vais nous offrir notre premier point Godwin. À Auschwitz, il y a eu de formidables gestes de solidarité, d'amour, de dons. Il y a une bonne question. Tout à fait. Oui. Pardon. C'est vrai que ça fait un moment que je laisse filer le chat et je suis désolé, mais j'essaie d'être concentré sur la conversation. Donc excusez-moi le chat de vous délaisser comme ça. Mais celle-là du coin de l'œil, je la trouvais intéressante. Est-ce que la Chine fait partie du Nord? Alors, oui. Voilà, bah oui. Ah oui. Voilà, c'est Ricotti, comme ça tu sais. Alors la question, c'est évidemment, qu'est-ce que le Nord? Dans une grille de lecture collapso, c'est tout ce qui sera suffisamment développé et suffisamment au Nord aussi pour ne pas subir de plein fouet les effets de l'effondrement économique et les effets de l'effondrement environnemental proprement dit, quoi. Ceci dit, quand on voit les dimensions enfin, pas de continents, mais de pays et de sous-continents comme la Chine et l'Inde, et leur grande diversité, on pourrait se demander s'il n'y a pas des zones qui vont imploser, les grandes zones de campagne, ou quand on voit les zones qui déjà en Inde frisent les plus de 50, et il y a 2 ans, je crois, il y a des villages qui ont dû être abandonnés avec des migrations, parce qu'il y avait carrément plus de flotte et la chaleur était insupportable. Est-ce que ce n'est pas des pays, pardon, je ne sais pas pourquoi je fixe le continent, qui ne vont pas partiellement imploser? Donc est-ce que ce n'est pas nord et sud mélangés? Déjà, on peut avoir une grille de lecture simplement géographique. C'est toutes les zones tropicales vont avoir de très très gros problèmes. Donc ça comprend l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique, une très grosse partie de l'Afrique. Le Moyen-Orient, il faut bien voir quand même, avoir en tête quelque chose de très important, c'est que là, aujourd'hui même, il y a des pays au Moyen-Orient qui sont habités alors qu'ils ne sont pas habitables. Ce sont des zones qui ne sont pas habitables sans des moyens économiques et technologiques colossaux. Le Qatar commence à climatiser ses rues, et quand on entend ça, on se dit mais on marche sur la tête. Mais ils n'ont pas le choix en fait. C'est-à-dire que si on veut ne pas déserter, si on veut continuer à vivre là, pour sortir dans la rue, il faut que ce soit climatisé, parce qu'on est au-delà des 45 degrés pour un nombre de jours dans l'année qui est extrêmement important, c'est-à-dire au-delà de la température dans laquelle votre peau peut simplement régénérer son hydratation, quoi. Et ça va avoir tendance à généraliser fortement, oui, ça c'est clair. Voilà, c'est-à-dire qu'une partie du monde ne va plus être simplement habitable. Ce qui est un problème. Alors, pour faire une petite parenthèse joyeuse, dans votre livre, vous avez un passage sur le sexe et sur une potentielle révolution sexuelle
à venir comme étant la plus grande potentielle. Alors je sais bien, donc soyons clairs pour rappeler aux gens qui nous regardent, le livre c'est aussi des prospectives et des essais, c'est pas forcément des prédictions, c'est pas forcément. Et il y a des indications flèche vers le haut, flèche vers le bas pour dire quand est-ce que l'angle est transhumaniste ou collapsologue. Donc voilà, donc je parle de ça dans une vision, en tout cas techno-utopiste, je vais dire. Et donc voilà, je serais curieux d'en avoir un peu plus à ce niveau-là sur votre opinion, sur ce qui nous attend, pour faire une petite Alors parenthèse. mon exercice en matière de sexualité, il est extrêmement simple. C'est que je prends tout le reste du livre avec les énormes révolutions qui viennent, mettons la révolution des biotechnologies, la révolution de l'IA, la révolution du virtuel, et je les applique à la matière sexuelle. Et là, mes yeux s'écarquillent, et j'espère les vôtres aussi. Parce qu'il est bien évident que quand on parle de nouvelles technologies, les premières applications, elles sont militaires et Q. Les premiers trucs auxquels on pense, c'est ça. Et en matière sexuelle, ces révolutions-là ont le potentiel de faire passer la sexualité qu'on a aujourd'hui et qui en réalité n'a pas énormément évolué depuis l'âge des cavernes pour un bricolage extrêmement rudimentaire. C'est-à-dire que notre potentiel sexuel, je ne parle pas de vous, hein, Raphaël, je parle de moi, bien entendu, est extrêmement limité biologiquement. Nous avons un nombre de zones érogènes qui est faible par rapport à la surface de notre corps. Nous n'avons accès qu'au plaisir de l'un des deux genres Donc existants on dans mange l'espèce comme des humaine. Néandertals qui mangeraient de la viande mi-cuite au bord d'un feu. Ben, alors, je fais la comparaison entre le sexe et l'art culinaire, entre l'érotisme et l'art culinaire. La première a beaucoup moins évolué que le second. Enfin, le premier a beaucoup moins évolué que le second. On a créé beaucoup plus en matière culinaire, me semble-t-il, qu'en matière sexuelle. Alors, ça a commencé un petit peu à bouger récemment, Il y a Cyril Licotti qui avec dit la ça, révolution sexuelle. ça me rappelle les trois coquillages pour les toilettes dans Demolition Man. Ah, ça ne me parle pas. Non, c'est un film de SF avec Sylvester Stallone Oui. qui se réveille dans un monde qui est devenu puritain à crever, avec Sandra Bullock qui joue les flics, et il y a Wesley Snipes qui est un criminel old school qui est dégelé, qui devient ultra violent, et comme ils ne savent pas gérer la violence, ils décongèlent un flic un peu à old school qui débarque. Et donc voilà, ils découvrent un monde où on prend des prunes parce Oui, mais les trois qu'on... coquillages. Ah, dans les toilettes, il n'y a pas de papier. En fait, il dit ça sert à quoi ces trois coquillages? Et il y a tout un running gag sur les trois coquillages dans le film. Ça sera l'occasion de le revoir, je pense. Donc, alors, Donc voilà, je tout reprends à mon fait. fil sur la sexualité. Imaginez qu'on ait un implant cérébral et qu'on puisse mutualiser nos sensations sexuelles. Ça change absolument tout. C'est-à-dire que en mettant en partage ces sensations, je peux à la fois avoir mes propres sensations, comme aujourd'hui, mais je peux aussi avoir les sensations de ma partenaire, Ou de et je 100 peux personnes. éventuellement bénéficier d'une tierce sensation qui est le mélange des deux. Imaginez des autoroutes de l'orgasme auxquelles on puisse mentalement se connecter. L'Org C'est-à-dire Cloud. que, exactement comme on est en train de... Un Twitch de l'orgasme, dans lequel, à partir du moment où je me connecte, et que X personnes, ça peut être une, deux, trois, ça peut être des dizaines de millions, sont connectés en même temps, en train d'apporter leurs sensations génésiques et leurs orgasmes, ça peut vous permettre de bénéficier de sensations orgasmiques en continu. Imaginez que je me fasse modifier biologiquement pour avoir non pas un, mais deux genres sexuels et avoir des zones érogènes partout sur mon corps, pourquoi pas dans les aisselles, pourquoi pas sur les bras, pourquoi pas partout. Merde, je me suis trompé. Voilà. Merde, j'ai déconné. Voilà. Voilà, Ouais. imaginez ça, mais d'un point de vue génétique, ça sera, et j'en suis absolument persuadé, pour l'instant c'est de la science-fiction encore une fois, hein, mais ça sera possible. Non, Je non, suis sûr, c'est j'ai conviction que c'est ça là où sera on possible. va, quand on voit où était la recherche fondamentale il y a 30 ou 40 ans, où on est maintenant, et quand on voit que la recherche fondamentale commence à créer des matières à masse négative, téléporter des photons, enfin des états de Ben photons, voilà. et des choses comme ça, on peut effectivement se mettre à rêver que la vague d'après,
si elle a lieu, soit complètement hors proportion de notre Voilà. imaginaire, quoi. Quant au virtuel et à la réalité augmentée, c'est pareil. En réalité augmentée, je peux faire l'amour à ma femme et la voir tout autrement. Je peux programmer, en faisant l'amour à ma femme, Des oreilles de de chat, voir, n'importe quelle hardeuse ou tout autre à fait. selon votre imagination. Et Alors, dans un monde virtuel, alors là, il y a encore moins de limites. il y a Ludivine qui dit, je me sens sale, même dans le chat à cette perspective. Donc voilà, elle est bien drôle. Donc oui, effectivement, ça fait réfléchir, mais c'est ça que je trouve intéressant dans le discours. Et alors, vous parlez robot aussi, enfin, vous parlez d'absolument tout, hein, dans votre livre, il est vraiment très vaste et inspirant. Et donc, comment est-ce que vous voyez le rôle de la robotique dans les Alors années à venir? déjà je pars d'un constat qui est le même constat que j'ai fait pour l'espace. C'est que par rapport aux rêves et aux prévisions de la science-fiction des années 50, ce sont les domaines les plus décevants. C'est-à-dire qu'on avait imaginé qu'en 2020, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la charge, disons, fantasmatique qu'une date comme 2020 a pu avoir depuis 70 ans. Ouais, ouais. Donc on imaginait, tout le monde imaginait qu'en 2020, là, on ne serait pas sur Twitch, on serait, vous et moi, sur Mars, dans des dômes géodésiques, servis par des robots polyvalents qui nous feraient des cocktails. Tout à fait. Et sur Terre, on Or, aurait des voitures aujourd'hui, volantes, ouais. On et les s'est voitures fait. volantes, voilà. Et on s'est fait. Rien de tout ceci n'est arrivé et on en est extrêmement loin. On va même plus sur la Lune. Et les robots les plus perfectionnés, c'est des Thermomix. C'est-à-dire que dans notre quotidien, la révolution de la robotique, elle n'a pas eu lieu. En revanche, j'ai le sentiment que la Belle au bois dormant s'est réveillée. Oui, elle a un peu. C'est-à-dire que la Moi, robotique, j'aurais dit, elle a un peu de retard. La voiture volante, je pense que c'est un concept qui est mort dans l'œuf. Et quelqu'un me disait il y a quelques mois, en fait, l'hélicoptère, c'est la voiture volante. On n'a plus besoin de l'inventer. Alors, je suis pas tout ben à c'est fait ça. d'accord, mais c'est vraiment. Il a raison quand même. Mais dans la voiture volante, il y a ce côté accessible à n'importe qui, que l'hélicoptère. Voilà, sauf si on a son D'accord. chauffeur privé, ce qui veut quand même dire que c'est compliqué. Mais Mais aujourd'hui, la voiture volante, c'est le drone. oui, voilà, voilà. Et on aura probablement plus vite un drone. Enfin, il y en a déjà d'ailleurs. Et je pense que D'accord. pour les JO à Paris, c'est en 2024, je pense qu'il y avait ce projet de taxi volant. Ah, je suis pas au courant. Non? Ah bah, il faut aller voir. Je ne sais pas si c'est maintenu ou pas, mais il y avait un projet de taxi Alors, volant. alors Raphaël, il faut savoir que le retard sur les grands chantiers de JO en France en 2024 est tel qu'on se demande même si ça va être 2024. Ah oui. Donc, parler de voiture volante, de taxi volant, là, on est On, déjà pas du tout on sur. l'a fait tomber, Ah ouais. du cahier des charges. On s'est dit, Bah ouais. on va se focaliser sur le stade. Ce sera plus sympa. Bah déjà, ouais, ça peut être pas mal. Non, mais simplement même d'avoir des trains qui vont emmener les spectateurs sur les sites, c'est pas encore sûr, hein. Même les grandes voies de communication qui étaient prévues sont pas. Il y en a qu'une seule qui est prête sur cinq. Ouais. Et alors, Mais bref. mais on n'avait pas Donc, prédit. Ah, pardon, il y a Tikoupa qui dit, mais on n'avait pas prédit que tout le monde aurait une machine dans sa poche qui permet de tout savoir et de communiquer avec le monde entier, comme quoi les futurologues, trois petits points. Alors, oui et non, Toby, parce que, bah, il a raison. oui, il a raison, c'est-à-dire que le concept de dalle multitouch et autres, mais la miniaturisation des ordinateurs, le fait qu'ils allaient progressivement se réduire, nous accompagner et puis entrer en nous, c'est quand même des choses qui ont été vues. Alors, pas matérialisées sous l'aspect, quoique la tablette dans Star Trek. Donc, oui et non, je suis même pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis assez d'accord avec lui parce que on avait énormément investi, pour reprendre notre conversation sur les robots. Donc, on avait énormément investi sur la conquête spatiale et les robots, et on avait énormément sous-investi sur l'informatique en termes de prévision. Je parle des très grands classiques de la science-fiction, etc. Il ne faut pas oublier que Asimov, il a fait des choses formidables sur les robots, mais pour l'instant, rien ne s'est réalisé. Et c'est surtout en intelligence artificielle, d'ailleurs, qu'il a été, qu'il est toujours très inspirant. Et là, je parle de son cycle des robots. Mais son cycle de fondation, qui est là sur la conquête spatiale,
Alors on est dans un empire intergalactique mu par un nucléaire dont je ne suis même pas certain qu'il s'agisse de la fusion. Oui, en fait, Donc il a raison, on passe souvent à côté. En fait, c'est ce que vous disiez dès le départ, hein. Il faut prévoir le futur, mais on ne peut pas le faire. Je veux dire, il faut s'y atteler, mais il faut être extrêmement modeste parce que par définition, il nous échappe, quoi. c'est Et Étienne donc, pour Klein revenir sur les robots, qui c'était ça paraphrase. Oui, tout à fait. Étienne Klein la question paraphrase. initiale Oui. sur les robots, c'est que j'ai l'impression que la robotique est en train vraiment de se réveiller, mais que les robots qui vont être les plus importants dans notre vie demain ne sont pas ceux auxquels on croit. C'est-à-dire qu'on n'aura pas, à mon sens, de robots humanoïdes, réplicants, qui nous serviront, qui seront indissociables des êtres humains réels. Ça, je n'y crois pas. Je crois que les robots vont entrer dans notre corps, et les robots, ce sont les prothèses. C'est la biomécatronique, c'est-à-dire des prothèses qui seront connectées à notre système nerveux central et qu'on pourra piloter par la pensée. Ça existe déjà, Et mais des il y a de plus travailleurs en dans plus les... d'acheminement. Ouh, attendez, parce que là j'ai un écho. Ah non, ça va, il a disparu. Désolé. Ainsi que les nanorobots, qui risquent d'avoir un impact colossal, notamment dans notre quête de l'immortalité. Tout à fait. Et alors les robots qui sont capables de travailler au fond des océans, dans les centrales ou dans Alors l'espace, ça oui, dans les contextes très difficiles. ça oui, Tout à fait. ça oui. Alors, le chat, est-ce que vous avez des questions? Je remonte un peu parce que j'en ai laissé passer. La VR va révolutionner le sexe. Oui, mais ah oui, pardon, Alain, je ne l'avais pas vu, désolé. Et oui, ça certain. Ben, d'ailleurs, la quantité de VR qui est déjà disponible sur les sites porno est incroyable. Et alors, la news qui m'avait fait absolument mourir de rire, de nouveau dans un monde où on pouvait encore bouger et se toucher, c'est à Tokyo, ils avaient annulé le salon du VR porn parce qu'il y avait trop de monde aux portes et qu'ils avaient peur pour la sécurité. Et donc, Qui est génial comme news. ce qui est assez dingue. Il y a C'est trop de génial parce monde que justement, ensemble pour s'isoler dans le truc. Oui, tout à fait. ben oui, alors que justement la VR est faite pour justement pas se toucher, quoi. C'est génial. Tout à fait. Et donc voilà. Et évidemment, c'est les Japonais, mais voilà, ils sont l'homme qui valait 3 bitcoins. Oui. Alors, autre sujet, donc vous parlez du survivalisme pour parler de l'autre côté. On en a déjà un peu touché un mot, mais pour moi, le survivalisme, c'est quand même encore. En fait, vous avez commencé l'ouvrage survivaliste et vous l'avez terminé optimiste, pas transhumaniste. Alors surtout, je me suis aperçu que le survivalisme c'était un gadget et un folklore parce que euh, pour que il puisse être utile de se préparer à l'effondrement, là c'est pareil. Il faut des conditions extrêmement étroites à réunir. C'est-à-dire que, pour dire les choses concrètement, il faut que la civilisation s'effondre. Et ça, ben, on l'a vu, c'est pas du tout une certitude. Et en plus, il faut qu'elle s'effondre pas trop non plus pour qu'on puisse continuer de survivre. Parce que si l'effondrement, c'est un holocauste nucléaire, bon, bah, vous pouvez vous être préparé avec votre bunker et vos pêches à la ligne et vos fusils dans la forêt, ça ne servira pas à grand-chose, Ça quoi. servira pas Donc à en grand chose. fait, le scénario survivaliste dans lequel vous pouvez vous préparer à l'effondrement, c'est un scénario dans lequel ça s'effondre, mais ça va encore, quoi. On prend son fusil pour aller faire les courses, quoi. Voilà. Au cas où. Donc alors, c'est pareil, c'est un scénario qui est possible, mais qui n'est pas probable. Donc dans ces conditions, vous préparez à quoi? En plus, il y a deux types de survivalisme. Il y a le survivalisme indoor et outdoor. Indoor, c'est dans votre bunker. Désolé, mais survivre dans un bunker des décennies, c'est pas possible. Et quand bien même, qui a envie, d'une part. Et outdoor, ben, il faut que les conditions le permettent. Ouais, Il mais faut vraiment que ça soit effondré, mais que le monde soit encore un peu vivable. tout à fait. Donc, dans ces conditions, soit on le fait parce que c'est un gros délire et qu'on s'amuse bien, soit on le fait pas. Tout à fait. Ou alors on se prépare à faire l'élection du 20 janvier. Parce qu'apparemment, ils ont déployé plein de soldats aux États-Unis, puisqu'il y a des menaces de groupes armés dans 50 États, semble-t-il. Euh, Ah, et donc, voilà, oui. Apparemment, c'est pas fini. On ne sait pas, mais voilà. D'ailleurs, Mathéouche, qui est dans le chat,
qui lui a un Twitch politique et qui, pour rappel, reçoit Elio Di Rupo demain, donc, qui est ancien Premier ministre, ancien président du PS et qui aujourd'hui est ministre-président de la Wallonie, qui sera là demain. Mais donc, voilà. Autre point, c'est donc on a un peu couvert tous les sujets. On a pris des angles qui sont globalement des déroulés, comment dirais-je, intellectuels. Mais si je demandais, voilà, de me faire un time lapse. Des prochaines années, décennies, comment, voilà. Je sais que c'est un bold guess, donc je sais que c'est faux, je sais que ce sera pas exact. C'est vraiment juste pour le jeu. Voilà, ça fait 1 heure, on a tout le temps, mais je veux pas non plus, comme on s'est un peu jeté là-dedans sans que je vous ai vendu un temps. Je ne sais pas combien de temps vous êtes disponible encore. Mais voilà, moi ça m'intéresserait d'avoir votre vision un peu bold, un peu osée sur ce que vous pensez être le futur et du coup ce qui est important à préparer pour tout un chacun. Ok. Alors déjà, j'ai ma séance de nuit qui va reprendre, donc ça va être ça la limite. Mais pour répondre à votre question, bien sûr, j'espère que mon cadre d'analyse globale est juste. En revanche, les prévisions qu'on fait dedans, je suis quasiment sûr qu'elles sont fausses. C'est-à-dire que si sur 10 prévisions, j'ai réussi à trouver un ou deux trucs, je m'estimerai extrêmement chanceux ou doué, hein. Tout Ça, à il n'y fait. a pas de Non, mais problème. c'est pour ça que je dis c'est vraiment un exercice parce que Ouais. par défaut, c'est une ineptie. Hein, donc voilà, je le fais pour le Alors, fun et parce qu'on est entre nous et que c'est ouais, sympa et que ça fait ok. réfléchir. Mais Alors, dans un avenir immédiat, je pense qu'on va réussir à mettre en œuvre une transition environnementale molle, c'est-à-dire un truc extrêmement insuffisant par rapport aux recommandations, par exemple, du GIEC, mais pas totalement ridicule, qui puisse nous permettre au moins de gagner un tout petit peu de temps, euh, sans pour autant qu'on n'ait pas d'effets abominables environnementaux. Donc je pense que il n'est pas impossible, en tout cas, que la croissance des pays du Sud soit très compromise, à tout le moins amoindrie, si ce n'est rendu impossible, par les effets du réchauffement climatique. Mais ça, on ne peut pas précisément savoir, parce que ça dépend de leur ampleur, de la capacité des sociétés à y répondre et de la puissance, de la dynamique économique aussi qui est à l'œuvre et qui pourra être alimentée justement par cette transition environnementale molle. Par exemple, en Afrique, l'Afrique a tout intérêt à faire de l'éolien et du photovoltaïque, surtout du photovoltaïque, parce que même si le rendement énergétique est faible, du soleil, ils en ont beaucoup, de l'électricité, pour l'instant, ils n'en ont pas assez. Donc, on peut imaginer un monde dans lequel les inégalités continuent de se creuser comme ça dans le cadre d'une transition environnementale molle. D'un point de vue politique et économique, il est à peu près certain aujourd'hui que la Chine va prendre le leadership mondial avec des effets qu'on peine à imaginer parce que d'un point de vue politique, là, je vais être super bold. Là, je vais vraiment m'avancer. Je ne suis pas pessimiste, c'est-à-dire que je pense que le régime chinois lui-même peut découvrir et s'abonner aux vertus de la représentation politique. Alors attention, pas forcément à la mode suédoise, mais plus à la mode Poutine. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la Chine se mette à organiser des élections plus ou moins bidons, ou même pas bidons du tout, mais en tenant sa société à mort, parce que c'est beaucoup plus économique de faire ça que de mettre 2 caméras de surveillance derrière chaque Chinois, quoi. Et donc, qu'à l'échelle du monde, il n'y ait pas une exportation du techno-totalitarisme. En revanche, qu'émergent des populismes verts, ça j'y crois beaucoup, c'est-à-dire qu'on aurait une alliance bleue et verte dans le monde occidental avec des populismes d'un nouveau genre qui seraient à la fois identitaires et convertis à l'écologie. ouais, ça c'est intéressant effectivement. Ça fait partie des idées que je veux développer à partir de maintenant dans mes prochains livres. D'accord. Et donc là, vous verriez plutôt des pays un peu plus durement frappés par la crise, sur lesquels il y aurait des emballements. Non, Ah non, non, plutôt des pays occidentaux. Quand les pays du Sud, s'ils parviennent à sauver un peu de croissance,
arriverait à générer assez de richesse pour, au contraire, rejoindre ce qui fait aujourd'hui, enfin, les régimes de la représentation, avoir plus de justice sociale, etc. Je ne suis pas ultra pessimiste, mais ça dépend du paramètre fondamental de la massue climatique. Ok. Ça, c'est très clair. Et donc, ça, voilà, ça, c'est les années à venir. Donc, entre cette course, progrès technologique, capacité énergétique, vous voyez une victoire d'un camp, d'un autre camp, ou bien ça se mène Ben comment? Parce justement, que vous parliez de c'est Janus. 80 ans, donc Mais c'est pas mal de terminer sur Janus, c'est-à-dire que on va entrer dans un monde hyper contrasté. Prenons l'exemple de la santé et de l'immortalité. Il n'est pas du tout impossible que l'espérance de vie de centaines de millions de gens diminue si la crise environnementale est extrêmement aiguë, parce que la crise environnementale, c'est aussi une crise sanitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la première cause de mortalité dans le monde sont les maladies respiratoires, et c'est une question environnementale parce que c'est lié à l'exploitation, par exemple, du charbon. Et c'est vrai dans des pays comme l'Allemagne, depuis qu'ils ont repris l'exploitation du charbon, et à une échelle bien plus importante en Chine, par exemple, avec toutes leurs centrales à charbon. Donc d'un côté, on pourrait avoir une baisse de l'espérance de vie de centaines de millions, voire de millions, de milliards de personnes, et de l'autre côté, une explosion. l'essor d'une technomédecine qui nous permettent de nous prolonger en bonne santé 10, 20, 30 ans. Et ça, c'est des chocs démographiques extrêmement importants. C'est la stratégie de Ray Kurzweil qui a quand même 71 ans et qui, à mon avis, pour moi, cette phrase-là, on la mettra sur son épitaphe, mais il dit Oui, I don't plan to die. Parce qu'il pense que le falling forward pourra lui permettre d'échapper. Mais voilà, quand on a 71 ans en 2019, enfin, ouais, c'est ça. Enfin, voilà, j'ai pas l'âge exact, mais ben, à mon avis, enfin voilà, ça va être court quand c'est-à-dire même. que sur son immortalité à lui, on sera vite fixé, je pense. Je pense aussi, oui, tout à fait. Voilà. Pour celle des autres, on verra. Alors, En Cyril, revanche, moi j'ai une petite fille de 2 ans. Si tout se passe bien pour elle, ce que je lui souhaite, elle commencera à avoir des pépins de santé dans à peu près 70 ans. ouais, et là, ça va aller, quoi. Mais qui peut dire quels seront les moyens médicaux si la croissance se poursuit, bien entendu, si la science et la technologie continuent de progresser dans 70 ans? Pour avoir une idée de ce qu'on peut dire, il faut regarder ce qu'il y avait 70 ans avant et se dire qu'aujourd'hui, alors qu'il y a 70 ans, ce n'était pas le cas, on a en plus le numérique, le big data et la génétique. Et que tout ça va s'emmêler. Et c'est vrai que Voilà. quand on voit, parce que c'est un des trucs fascinants avec les technologies d'aujourd'hui, c'est que pour faire de la génétique, il faut pas grand-chose, en fait, quelques centaines, quelques milliers de dollars. Il y Ah a, non, quelques dizaines. voilà, il Et y c'est a, ça, ça a été l'énorme changement de la découverte des ciseaux génétiques en 2012, CRISPR-Cas9. Ce sont des ciseaux génétiques qui tout à fait, permettent à ouais. tout un chacun de faire ses propres expériences dans sa cuisine ou son jardin ou son garage. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un kit manipulation génétique do it yourself sur Internet pour quelques dizaines de dollars. Tout à fait, mais il y a dans ce documentaire sur Netflix Évolution contre nature, il y a cet éleveur canin qui explique qu'il doit, en fait, il fait de la sélection génétique. Et Voilà. d'ailleurs, voilà, ça c'est un thème sur lequel j'aimerais qu'on aille après, c'est l'eugénisme, parce que j'aime bien la façon dont vous articulez la pensée. Je ne sais pas combien de temps il vous reste. Non, ben là, je vais devoir malheureusement D'accord. m'acheminer vers la Ben conclusion. écoutez, il n'y a pas de souci, on va s'acheminer vers la conclusion alors. Et donc voilà, lui a transformé un rat et puis un chat en les rendant bioluminescents parce que son but c'est de faire un chien bioluminescent pour prouver que. Mais donc voilà, on va s'arrêter là, Antoine. Un énorme merci à vous Mais pour le c'est moi temps qui vous et remercie. l'attention. Donc pour rappel, Antoine est l'auteur du Futur de A à Z, qui est une sorte de dictionnaire de réflexion, de pistes, de prospective sur le futur. Je l'ai reçu il y a que quelques jours et donc je l'ai égrené à gauche, à droite. Mais ce que j'ai lu m'a vraiment motivé et amusé et inspiré. Donc merci Antoine, c'était passionnant. Je vais Et envoyer le lien. Je vais envoyer le lien, oui, tout à fait. Je le mettrai sur le Discord. Attends, c'est le côté. Je vais d'abord libérer Antoine, comme ça on est alors, tranquille. juste ajouter, je vous remercie beaucoup Raphaël, et puis je remercie aussi tous ceux qui ont suivi, hein, les participants au chat, et leur dire que l'esprit Twitch, moi j'aime beaucoup et je le poursuis
pour ceux qui le souhaitent. C'est-à-dire que si, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail et je suis assez réactif et très facilement joignable pour continuer la discussion sur tel ou tel sujet abordé dans le livre ou Ah ben, utilisé, etc. avec plaisir, mais je mettrai votre Twitter sur le Discord aussi. Donc voilà, je mettrai le lien Amazon pour le bouquin, je mettrai le compte Twitter d'Antoine. Antoine, un énorme merci en tout cas. Merci à vous, Raphaël. C'était vraiment très intéressant et très inspirant. Merci à vous, bonne soirée et à très Bonne bientôt. soirée. Voilà, Au merci, hein, revoir. au revoir. Voilà, voilà. Eh bien, c'était super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne savais pas, on n'avait pas planifié l'heure à l'avance et donc ça s'est un peu terminé de façon abrupte, mais c'est pas grave. Alors, je voudrais encore vous parler de deux, trois choses. Donc, un, c'était la première émission de Futur Immédiat pour 2021. On en a plusieurs prévues pour les semaines à venir. Alors, on a apporté des nouveautés en 21. Donc, un, il y aura un fil rouge. Ça veut dire que ce pas des thèmes exclusifs, mais on va essayer d'avoir des thèmes qui vont revenir plus qu'une fois. En janvier, ce sera l'énergie et on va passer de l'énergie à progressivement le numérique responsable. Donc, le numérique, effectivement, c'est important, mais il faut que ce soit plus écologique, moins polluant et moins clivant. Il ne faut pas que ce soit destiné à une élite et que ça cristallise la société. Donc ça, on va en parler. Et donc pour les prochaines semaines, merci pour les follow, merci à vous. Donc mardi prochain, on reçoit Damien Ernst, professeur à l'ULG, spécialiste en système énergétique, et on va parler Internet de l'énergie. Donc Internet de l'énergie, c'est comment un réseau dynamique et décentralisé peut faire que différentes personnes peuvent produire, stocker, distribuer, consommer l'énergie. On va parler ensuite transition énergétique et transport public avec Aurélien Bigot, qui a été mentionné notamment plusieurs fois par Jean-Marc Jancovici, qui a fait une thèse de doctorat là-dessus. Et le 28 janvier, alors c'est pas un mardi, ça c'est une première, on rentre dans le quiz game avec la première bataille des nerds. Ma première question, le hasard fait-il toujours bien les choses? Ça, je ne sais pas, Mathéouche, mais voilà. Donc, ça, c'est pour terminer le mois. Il y aura un grand quiz Battle of the Nerds. Je vous conseille de venir. Si vous suivez les quiz de Mathéouche déjà, vous devriez à peu près être fan des quiz. Si vous ne savez pas ce que c'est, venez voir. Ça vaut vraiment la peine. 1er février, c'est pas un mardi non plus. On fait de la co-création et du co-watching. On réfléchit ensemble à nos invités, aux questions. On creuse, on regarde des vidéos, on fait de la recherche. Bref, c'est de la co-création. Si vous voulez venir participer à la ligne éditoriale de la chaîne, c'est à ce moment-là. Le 2 février, ce sera Céline Fay, une Française qui travaille en Suisse, spécialisée en Green IT. Donc, comment est-ce qu'on fait de l'IT qui est moins polluant et qui économise le carbone. Enfin, l'économie bleue, avec quelqu'un qui entreprend au Portugal une entreprise qui utilise les champignons et qui récupère le marc de café et qui fait de la champignonnière dessus, un peu comme une boîte à tour et taxi. Et le 16 février, ce sera les robots tueurs avec Stan Brabant, qui est la personne qui a réalisé un rapport sur les robots tueurs pour Amnesty International. Ce programme est bien visible sur le Discord. Alors, il ne l'est pas... Oui, 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 si, bien sûr, le programme est tout à fait visible sur le Discord. Donc, le Discord dont je vais vous mettre le lien ici. Si vous ne connaissez pas le Discord, n'hésitez pas à venir dedans. C'est là qu'on discute, sur le sujet. Donc voilà. Alors, aussi très important, Mathéouche est on fire pour l'instant. Il a une actualité du feu de Dieu. Donc demain, mercredi à 20h, il recevra Elio Di Rupo, donc ex-premier ministre, ex-président du PS, ministre-président de la Wallonie. Ensuite, il y a son quiz le dimanche. Le mardi d'après, ce sera Erwan Gaucher, le directeur numérique de France Inter. Ensuite, l'investiture de Joe Biden, ou le début de la guerre civile, je ne sais pas. Ensuite, il y aura Vanessa Matz, et donc tous les dimanches, il y a un quiz.
Vanessa Matz, qui est députée fédérale, on parlera revenge porn et GAFAM, puisqu'elle elle est en train de débattre dessus ou de voter des lois, ça c'est à Mathéus de me le dire. Et enfin, il y aura Raja Mawan, coprésidente écolo, qui viendra parler aussi. Donc on a du lourd chez Mathéus, le programme est bien ficelé ici aussi. Et avant de vous envoyer ailleurs, hein, donc la tradition du raid, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, en fin d'émission, on part tous chez quelqu'un, on dit bonjour, on reste si on a envie, on se barre si on n'aime pas, mais on est courtois, poli et bienveillant. Et donc, on va raider. Mais avant ça, je voudrais remercier plusieurs personnes. Alors, je voudrais d'abord remercier Mathéus, évidemment, d'être là depuis le début. Merci Ben de Belgian Cat et de tous ses précieux conseils, de ses coups de main, de ses participations. Donc merci Matt. Merci Adrien Notre-Dame pour le coup de main sur les visuels. Alors j'ai repris la main, donc je pense qu'il aurait fait encore mieux que ça, mais il m'a vraiment beaucoup aidé sur tous les visus. Donc merci Adrien, merci Michel-Ange Baudou qui est en train de me filer un coup de main colossal sur le quiz parce que c'est vraiment beaucoup de taf. Merci à Johan Delfrière pour les musiques qui sont en train d'apparaître progressivement. Donc voilà, merci. Oui, c'est cosy et c'est notamment grâce à eux qui me font un travail d'enfer. Donc merci à tous et surtout merci à vous le chat. Donc ça c'était vraiment super. Alors on va raider. Chez qui va-t-on raider? On va aller chez Brocours. Tiens, alors Brocours, c'est un phénomène. Pour ceux qui connaissent, vous savez ce que c'est. Pour ceux qui connaissent pas, enjoy, c'est la surprise. Et donc voilà, je vous souhaite le bon mardi. Dites bonjour, jetez-y un œil. Ah mince, qu'est-ce que c'est? Attendez, je me suis trompé. Donc c'est comme ceci, voilà. Et c'est parti pour le raid. Donc voilà, dans 10 secondes, c'est parti. À mardi prochain. Et demain chez Matt.